Il est 14 heures. Je traîne sur YouTube pour retarder le moment d'écrire ma thèse et une vidéo en entraîne une autre. J'en regarde une d'une youtubeuse qui donne des conseils pour oublier son ex. On peut lire dans les commentaires « I don't speak French, but I don't care, you look so beautiful ». Et il en est ainsi de toutes les vidéos qui sont réalisées par des femmes sur le web, quasiment toutes. Peu importe que le contenu soit scientifique ou plus anecdotique, elles sont quasiment toujours ramenées à leur physique. 18 heures. Dans le métro, je check mon Instagram et je vois qu'une copine s'est faite censurer parce que l'on entreaperçoit l'un de ses tétons sur une photo qu'elle a postée. Cacher ce sein que je ne saurais voir. 23 heures. Je crée un profil sur un site de rencontre. En 1 heure, je reçois une trentaine de messages composés de « Sexy, you wanna hook up ?» « Beau sourire. »« T'es lesbienne, on fait un plan à 3 ?» Est-ce ainsi que j'existe et que toutes les autres femmes existent sur les réseaux? Le harcèlement quotidien lié à mon genre s'est répandu comme le feu aux poudres dans le monde virtuel, comme une véritable mécanique de pop-up, de pub intempestive que l'on doit fermer pour naviguer tranquillement. Alors oui, l'empiètement entre sphère publique et sphère privée s'est accentué, peu importe qu'on se situe dans le monde réel ou dans le monde virtuel, dichotomie qui d'ailleurs n'est plus vraiment d'actualité. L'oppression reste en majorité liée au genre ou à la race et à la sexualité. Des vagues de féminisme ont passé. Nombre de performeuses ont voulu transgresser les limites de leur corps genré dans des performances de body art qui ont lieu depuis les années 60. Je cherche, et bien qu'il en existe quelques-unes, dont certaines sont dans la salle, rares sont les performeuses qui se sont emparées des technologies, médiums qui restent assimilés au masculin, à l'outil, à la technique, au pouvoir militaire. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la représentation et de la mise en scène des corps féminins dans le numérique? Nous allons aborder différents points de vue aujourd'hui, donc avec Leïla qui présentera d'abord ses recherches dramaturgiques sur Pauline Perrade et la manière dont cet auteur écrit cette invasion de l'espace féminin dans les technologies. Ensuite, j'évoquerai différents artistes qui mettent en place une sorte de hacking feminism afin de résister et agir au travers de performances web. Bonjour. Alors, effectivement, je vais parler de 2 pièces de Pauline Perrade. Merci. Pauline Perrade, c'est une dramaturge contemporaine dont le travail a la spécificité de se passer en partie sur Internet, ou en tout cas majoritairement par le biais d'instances technologiques, et elle pose ainsi un réel défi à la scène. Dans Contrôle X, une pièce de Pauline Perrade datant de 2014, où les instances numériques sont centrales, puisque les personnages ne se parlent que par le biais d'instances technologiques, téléphone, texto, ou s'expriment par le biais de recherches Google. Ida, le personnage principal, qui est recluse dans son appartement, mais pourtant toujours poursuivi par les sonnettes, les sonneries, les messages vocaux et textuels, jusqu'à l'oppression totale, déclare au téléphone « Je ne veux personne. Les gens rentrent, ils mettent le bazar, ils aiment toucher à tout. Moi, je ne dois rien à personne, juste à moi, et c'est moi qui décide. Je vais très bien. Je crois que j'ai compris quelque chose. J'ai compris. Les gens ne veulent pas te rencontrer. Ils ne veulent pas te rencontrer. Ils veulent autre chose. Ils veulent te vendre quelque chose, se vendre eux-mêmes, ou bien faire en sorte que toi, tu te vendes à eux, mais ils ne veulent pas te rencontrer. Ils ne veulent pas que tu les rencontres. » Dans Bois impériaux, une autre pièce de Pauline Perrade, l'autre personnage féminin écrit par Pauline Perrade est constamment sollicité, à la fois par son frère pour lequel elle a l'obligation de care dans la vie réelle, et par des hommes qui l'appellent sans cesse, car pour subvenir à ses besoins, elle a recours à la prostitution par téléphone. Dans ces 2 exemples, ce sont les instances technologiques qui font monter crescendo le sentiment d'oppression pour les spectateurs, mais ce presque toujours via le désir masculin. Le personnage féminin est dans un rapport ambigu à cette pression, car malgré tout, il ne débranche jamais ces diverses instances technologiques, voire il est dans un rapport de dépendance financière avec elles, comme dans Bois impériaux. La caractéristique intéressante de l'écriture de Pauline Perrade serait peut-être sa façon d'inscrire textuellement toutes les instances discursives dont nous sommes envahis au quotidien, mais qui sont rarement traitées par la littérature. Ainsi, dans Bois impériaux, dont je viens de parler, c'est une pièce qui se déroule entièrement dans une voiture, le dialogue entre le frère et la sœur est constamment entrecoupé des indications de kilométrage, de température, d'heure, et les noms d'aires d'autoroute qui traversent le paysage visuel des personnages. De la même façon, dans Contrôle X, les textos et mails construisent à part entière la dramaturgie. Ida voit donc son champ visuel être parasité par de multiples voix, celles qui parasitent de la même manière la navigation de chacun,
Livraison de repas à domicile chrono-resto, livré ou emporté, c'est vous qui choisissez. Besoin d'aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais aussi des publicités plus spécifiquement ciblées sur le corps, et notamment le corps des navigatrices féminines. Miracle E+, le secret minceur, résultat garanti, perdez 15 kilos en un mois sans faire d'effort. Mais également les messages que lui envoie son amant de la nuit dernière et sa sœur. La multiplicité de voix qui s'amoncellent les unes sur les autres finissent par créer chez le lecteur-spectateur un réel sentiment de saturation, alors que c'est la voix d'Ida qui nous reste presque toujours désespérément inaccessible. Nous n'avons accès qu'aux messages qu'elle reçoit et aux recherches qu'elle effectue, comme si elle n'était que pur réceptacle de projection et de discours dans une forme de dépossession à elle-même. Ida, donc, est dans une double dynamique. Elle est à la fois dans un rapport de déconnexion au monde, puisqu'elle est enfermée dans son appartement, elle refuse tout contact social, et de surconnexion, puisque pour échapper au monde, elle passe sa nuit à naviguer sur Internet, et ces différents médiums technologiques la laissent à la merci de ce monde qui ne cesse de vouloir rentrer chez elle. Elle est dans un espace clos, elle s'enferme à clé, mais aussi extrêmement ouvert, de surdisponibilité. Elle n'ouvre pas la porte, mais elle répond à chaque appel et à chaque message qui ne cesse d'affluer. Elle n'est pas sans rappeler la figure du hikikomori, cette notion japonaise désignant un état psychosocial et familial concernant principalement des hommes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ne sortent que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. Le terme hikikomori signifie littéralement se cloîtrer, rester à l'intérieur. Ainsi, Ida est dans une forme de suspension, de mise en pause de son existence, dans une sorte d'éternel présent. Tout se passe comme si la sursollicitation dont fait objet Ida en tant que femme la mettait dans un état de refus sous la forme d'une passivité absolue. Elle ne peut alors que refuser le réel en s'enfermant, tout en continuant par là même à le subir. Évidemment, d'autres indices nous sont donnés sur l'attitude d'Ida, puisqu'elle semble entrer en état de dépression, et subir un deuil ou une rupture, puisque la figure de Pierre K hante la pièce. Néanmoins, l'impression la plus forte que le lecteur ou la lectrice reçoit est la saturation face à ce déluge d'informations, cette absolue impossibilité pour Ida de rester seule et de ne pas faire face à des demandes passant par des médiums technologiques, mais aussi sa propre consommation boulimique des informations virtuelles. Il serait faux en effet de dire qu'Ida est uniquement passive dans cette réception d'informations. Elle ne cesse tout au long de la pièce de cliquer sur de nouveaux onglets, et tout ce qu'elle recherche se mélange jusqu'à former un discours fragmentaire, éclaté, incomplet, pornographie, page Wikipédia, sketch de Florence Foresti, série télévisée, interview. La multiplicité d'informations finit par faire perdre au lecteur-spectateur la continuité des discours, tant ils s'additionnent et se suivent. Il est d'ailleurs intéressant que les deux pièces soient divisées en fragments, comme si elles étaient contaminées par cette discontinuité du virtuel. Il arrive ainsi fréquemment que l'on ne sache plus à qui répond Ida. Par exemple, dans le fragment 142 de la pièce, 142, Ida écrit un texto, Ida, non. 145, le portable vibre, Ida lit des textos. Laurent, ah, smiley. Laurent, tu fais quoi? Adèle, tu veux que je vienne? Qu'est-ce qui se passe? Laurent, je peux voir sous le peignoir? Dans Bois impériaux, ce sont les sonneries du téléphone portable de la protagoniste qui viennent s'infiltrer entre les interstices de la conversation qu'elle a avec son frère dans sa voiture, jusqu'à former finalement un sentiment d'insupportable, entrecoupant leurs paroles et augmentant encore la tension que ressentent les personnages. Ces appels téléphoniques sont autant d'appels d'hommes qui recourent au service d'Irina. Là, on voit un peu les indications de kilométrage, etc., dont je parlais. Donc, par exemple, Johan, tu m'emmènes pas dans un centre? Le portable d'Irina sonne. Johan, tu m'emmènes pas dans un centre? Tu jures? Le portable d'Irina sonne, etc., pendant toute la pièce. Dans le cas des deux pièces que nous venons d'évoquer, Irina et Ida sont à la fois actrices et victimes de la sursollicitation qui les poursuit. Irina recourt à la prostitution par téléphone pour subvenir à ses besoins et à ceux de son frère. Ida cherche compulsivement une multiplicité d'informations sur Internet. Mais dans le même temps, ce médium qu'elles actionnent vient fragmenter leur existence, créant sans cesse des discontinuités et des ruptures. Ces deux personnages, en fuite, puisqu'Irina s'enfuit en voiture avec son frère, Ida fuit à l'intérieur de son appartement dans la coupure avec le monde, sont pourtant poursuivis jusqu'à leur lieu de fuite. La question qui peut alors se poser serait: à quel point ces interpellations via l'espace du digital peuvent-ils marquer les corps réels? Les corps identifiés femmes, appropriés, sexualisés, interpellés sur Internet, peuvent-ils en être transformés et violentés? Déjà, en 1993, Julienne Diebel décrivait dans un chapitre appelé « A Rape in Cyberspace » un viol virtuel sur une plateforme textuelle appelée Mou, fonctionnant un peu à la manière du jeu de rôle Donjons et Dragons. En 2007, l'anticipation devient réalité. En Belgique, un homme a pour la première fois été poursuivi pour vol virtuel sur la plateforme Second Life. Et la première condamnation a eu lieu en 2017 en Suède.
Un homme d'une quarantaine d'années a été condamné pour viol virtuel sur mineur. Dans A Rape in Cyberspace, la question du corps sur Internet est posée dans des termes très clairs pour les différents protagonistes interrogés. L'un d'eux demande « Where does the body end and the mind begin? Is not the mind a part of the body ?» Tandis qu'un autre internaute lui répond « In me, the body is the mind ». Qu'en est-il alors du corps des deux protagonistes de Pauline Perrade, soumis à cette fragmentation de leur existence ? Écrits pour la scène, ces textes permettent en effet une interrogation corporelle sur la manière dont les instances technologiques peuvent se marquer dans leur corps. Dans Contrôle X, par exemple, une didascalie semble indiquer que le corps d'Ida finit par prendre le rythme de sa navigation effrénée et des messages qu'elle reçoit sans cesse. Ida finit son verre de vin, s'en sert un autre, boit une gorgée, croque des M&M's, boit une autre gorgée, tire une taffe, recommence, gorgée, croque, taffe, gorgée, taffe, 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 croque, croque, croque. Mais pour finir, alors qu'elle finit par refuser les interpellations venues de l'extérieur, son corps prend un autre rythme, peut-être son rythme propre, celui de la danse. Ida coupe son portable, Ida danse. Les deux pièces dont j'ai parlé ici me paraissent intéressantes en tant qu'elles transmettent quelque chose du mouvement et du rythme que peuvent imposer les instances technologiques sur le corps des femmes en particulier. Sur Internet, le harcèlement sexiste sur des plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, venant intempestivement déranger les créatrices de contenu ou les internautes, sont autant de remises au pas venant signifier aux individus perçus comme femmes que cet espace n'est pas le leur. Ces interruptions constantes, ce harcèlement virtuel venant parasiter la navigation des internautes genrés femmes, prennent le fonctionnement des pop-up, ces fenêtres intempestives qui s'ouvrent alors que nous naviguons sur Internet. De même que dans la rue, où une marche continue est rendue impossible pour de nombreuses femmes par les interruptions sexistes dont elles font l'objet. Notre propos ici n'est pas de signifier que la technologie, et l'espace virtuel en particulier, est pure aliénation pour les corps, et pour les corps féminins en particulier. Au contraire, nous pensons que si le web en tant qu'espace social au sein d'une société patriarcale est un espace sexiste comme les autres, il peut alors devenir comme les autres un espace de résistance. Comme l'expliquait rapidement, comme je l'expliquais en introduction et comme le montre aussi l'exemple de Leïla, il me semble qu'il se dégage donc deux types d'interpellations sur le web. Celles qui sont frontales, les messages et les photos reçues, la censure, les commentaires qui nous sont directement adressés en tant que personnes genrées et individus identifiés. Et les interventions pop-up diffuses visant une jante féminine plus large, avec par exemple les publicités qui sont ciblées. Ils répondent deux manières de résister. L'utilisation explicite d'Internet et de son aspect ludique pour détourner les codes sociaux de genre, ou l'empowerment via le bug que l'on peut voir comme l'évolution de la théorie queer vers le glitch feminism, notion que j'expliquerai un petit peu plus tard. Mon premier exemple, c'est le jeu performatif Altar Action, créé par la performeuse web Juliette Davis. Donc on navigue sur un site qui a une esthétique qui est très marquée, le rose est omniprésent, on voit que des photos de fleurs et de couples blancs hétérosexuels épanouis dans le mariage. Donc autant de stéréotypes genrés et sexués. Le but du jeu est simple, c'est de se balader dans ce site pour réaliser son mariage parfait. Nous pouvons ainsi par exemple choisir la bulle virginité, qui est ma préférée car elle est très drôle, qui nous amène donc à nous édifier sur la question, toujours de manière très ironique, tant les stéréotypes sont poussés à l'extrême. Donc ce qui est intéressant, c'est pas tant que la mise en place d'un procédé du décalage qui viserait à dénoncer la rigidité des conventions, que la manière dont l'artiste lie cette ironie à la dimension ludique d'Internet et aux codes qui sont particuliers à l'utilisation de l'ordinateur. Par exemple, nous devons accepter les termes et conditions, donc expression qui peut tant nous évoquer le consentement ou le « je le veux » prononcé lors du mariage que ce qu'on fait quasiment tous les jours dès qu'on se balade un petit peu sur le web. Nous sommes ensuite amenés à parcourir différents dossiers comme Muslim ou Christian. D'autres dossiers ont un double sens comme Lockfield, qui est représenté par une ceinture de chasteté, ou Antivirus, représenté par un stéthoscope. À chaque fois que nous cliquons sur l'un des dossiers, nous entendons des témoignages ou des conseils qui sont relatifs à la virginité féminine. Par exemple, dans le dossier Programme, la jeune femme répète mécaniquement et en boucle « Sex is bad, sex is bad. I've been programmed in my head to think that sex is bad. » Après avoir ouvert tous les dossiers, nous obtenons, comme un diplôme honorifique, l'activation d'un email virtuel par le ministère de la Défense. Donc, ce jeu propose une véritable dystopie qui est politique, interactive et ludique,
qui nous mène à associer notre utilisation quotidienne et parfois mécanique des technologies aux dispositifs, au sens foucaldien, qui produisent les injonctions liées au genre et à la sexualité. Parce que l'ironie est omniprésente et que les codes informatiques et sociaux y sont poussés à l'extrême, Alter Actions crée un décalage qui nous permet de prendre de la distance et de repenser la mise en scène des corps féminins sur le web comme en dehors du web. Il s'agit pour moi d'une véritable stratégie de résistance qui passe par le détournement et qui s'empare pleinement du médium technologique dans une optique féministe d'émancipation. Quelques clics plus loin, voici que je découvre la performeuse et théoricienne du glitch feminism, prénommée Legacy Russell, qui raconte qu'elle a compris à quel point le virtuel et le réel ne sont que les deux faces d'une même pièce, lorsqu'elle a perdu sa virginité en ligne, donc virtuellement. Pour elle, pas de différence entre in real life ou away from the keyboard et la vie virtuelle. Les deux s'inscrivent dans une sorte de continuum, faisant des technologies quelque chose de très accessible. Elle envisage alors le bug, l'interférence, le grésillement, l'erreur 404, soit toutes sortes de glitches, comme de véritables leviers féministes. Si d'autres ont pu développer un art du glitch mettant en scène des écrans remplis de neige ou de pixels colorés, Legacy Russell pense que le glitch, cette erreur particulière au web, peut avoir une valeur politique et permettre de prolonger la théorie queer ou la pensée cyborgienne d'Haraway dans le virtuel. Car le queer est le bizarre, le grossier, l'esthétique du déséquilibre et de l'erreur, le glitch qui provient selon elle soit du yiddish glischt, surface glissante fuyante, soit de l'allemand glichten, glisser, déraper, en serait la suite logique, ou simplement son extension dans le virtuel. L'erreur du glitch féministe ferait écho aux erreurs qui ont été introduites dans le système politique, économique, sexuel, culturel, racial, etc. Pour elle, le glitch pourrait, je cite, en fait, ne pas du tout être une erreur, mais bien plutôt un erratum nécessaire. Ce glitch féministe est une correction à la machine, donc comprendre système ou dispositif, et par conséquent un départ positif, permettant de réintroduire un pouvoir d'action et de redéfinition ou de régénération de soi par soi. Le glitch vient selon elle compléter la théorie du cyborg d'Haraway. De manière concrète, l'exposition en ligne System Code Error, qui a été organisée par Irina Muth, m'a paru être l'exemple le plus probant de ce glitch féministe. Dans cette exposition, qui est accessible uniquement depuis notre navigateur web, ce sont des GIFs qui sont exposés. Donc les GIFs, c'est un format d'échange d'images sur ordinateur, de même que JPEG. Ça a d'abord été utilisé dans la publicité, puis ça a été repris par différentes messageries instantanées comme Facebook Messenger ou WhatsApp, ou encore sur des sites comme Tumblr. Ça a souvent une fin humoristique et un but communicationnel. Et c'est la plupart du temps inspiré d'une culture commune populaire. Donc c'est des séquences d'images qui sont répétées en boucle, provenant de films ou de séries ou de shows télévisés. Dans cette exposition, donc System Code Error, les GIFs sont détournés dans une esthétique souvent kitsch, qui est propre au web et à son phénomène de superposition ou de reprise et variation, à la différence qu'une réflexion sur les codes de genre y est introduite. On trouve ainsi des GIFs pour le moins étranges, dont certains évoquent par exemple un mouvement masturbatoire, mais avec un découpage séquentiel tellement saccadé ou une qualité d'image tellement floue qu'on a peine à savoir si on voit vraiment ce que l'on voit et si on va être sûr du sexe biologique en quelque sorte de la personne qui est représentée. D'autres jouent sur d'autres codes qui sont associés à la féminité en représentant par exemple une sorte de bouche matricielle puis plusieurs personnages de manga féminins. Et lorsqu'une main surgit pour s'approcher des lèvres, on voit apparaître un message « I got the pussy, I make the rules ». Nous sommes en plein dans le bug, dans le glitch, dans le détournement des technologies de la communication depuis l'intérieur du système. La performance de genre butlerienne est rejouée dans une performance informatique et communicationnelle de l'ordre du hacking subtil, qui n'est pas sans rappeler l'usage des images subliminales. Cette stratégie est en tout cas pleinement assumée par Irina Muth, que je traduis ici. Je peux mettre la citation. C'est une citation un peu longue, mais elle est intéressante. Pourquoi ne pas imaginer d'autres possibilités, parier sur l'échec, performer l'erreur qui apparaît au sein même du système dont nous doutons justement de l'organisation et de la légitimité.
Contre l'efficacité capitaliste présentée comme la clé du succès, l'erreur comme le champ d'expérimentation, la possibilité de changer les choses, de les interrompre, de les questionner. Face à la stratégie de l'identité comme forme excluante de cohésion, proposer une confusion d'identité ou l'anonymat. Calculer la possibilité du viral comme arme dans le domaine public, facilement transmissible, ouvert à l'interprétation, anonyme, subtil et radical. Envoyer un GIF, faire de son aspect insouciant un atout, par l'intermédiaire de son environnement précaire et son apparence naïve, mais non innocente. Infiltrer le code, faire ce que les autres attendent, presque, mais finalement, pas du tout. En conclusion, si des géographies du genre se sont penchées sur l'occupation féminine de l'espace, si des articles de plus en plus nombreux entreprennent de dénoncer l'appropriation de l'espace urbain féminin par le biais du harcèlement de rue, pour ce qui est de l'identité femme à l'intérieur de l'espace du numérique, il semble que la question n'ait pas encore été réellement cartographiée. C'était ici notre question principale. Internet échappe-t-il à une délimitation géographique masculine? Quels en sont les murs invisibles, pour reprendre une expression de Guy Dimeo pour les femmes? Et dans quelle mesure le genre délimite-t-il une expérience différente à l'intérieur de l'espace du numérique? En nous appuyant sur des œuvres artistiques, nous souhaitions les solliciter comme source de connaissances, laisser à entendre une expérience sensible des nouvelles technologies. Si l'on se défait des catégories réelles/virtuelles, donnant à penser que le virtuel n'est pas le réel, et plus encore en considérant que l'espace virtuel peut être considéré comme un espace miroir de l'espace IRL, ou bien formant un mouvement circulaire d'inter-influence avec lui, alors ce n'est ni l'espace d'une utopie, une seconde vie, pour reprendre le titre d'une célèbre plateforme, où nous évoluerions totalement détachés de la violence hétérosexiste, classiste, raciste, etc., ni un espace totalement aliénant dont il faut se méfier à tout prix. Considérant que ce qui se passe en ligne influence ce qui se passe dans notre vie IRL, pour ne prendre qu'un exemple, le mouvement MeToo, alors il peut être également un espace que nous décidons de prendre d'assaut, un espace encore à écrire et à modifier. Ainsi que le pose Donna Haraway dans son manifeste Cyborg, la science et la technologie fournissent de nouvelles sources de pouvoir et nous avons besoin de nouvelles sources d'analyse et d'action politique.